pour m'accompagner autour de cette thématique santé autour du VIH et du sida, comme on en parlait il y a quelques instants, car ce vendredi 1er décembre sera la journée mondiale de lutte contre le sida. J'appelle à la barre Dr Thibaut Chaland-Belval, il est infectiologue, il est en direct vidéo avec nous depuis justement son bureau. Bonjour docteur. Bonjour à tous. Merci évidemment d'avoir répondu favorablement à l'invitation de Radio Mont-Blanc pour parler aujourd'hui du VIH, du sida, une maladie que l'on a longtemps cataloguée comme le cancer des homosexuels. Depuis évidemment, la médecine a avancé, la sociologie a avancé, l'accompagnement a avancé. On va faire le point ensemble durant cette prochaine heure. Avant ça, nous avons un chiffre à vous donner. 173 000 personnes vivent actuellement avec le VIH en France et 24 000 personnes ignorent leur séropositivité. Justement, avec le Covid, on est tous devenus plus ou moins experts de médecine, à tort ou à raison, plutôt à tort je pense. On a quelques mots que l'on va devoir décrypter d'abord, docteur. Et pour commencer, la base de la base, VIH et sida sont-ils deux synonymes ? Non, en fait, le VIH, donc c'est le virus qui provoque l'infection, et le sida, c'est une étape. En fait, c'est l'étape la plus sévère de l'infection, qui est marquée en fait par des infections qu'on appelle opportunistes, c'est-à-dire par des bactéries ou des parasites ou des virus qui normalement sont totalement contrôlés par un système immunitaire en bonne santé. Et là, du fait de l'atteinte du système immunitaire par le virus du VIH, c'est une atteinte sévère qui survient au bout de plusieurs années après la contamination. Eh bien, on a le patient, le malade, arrive au stade de ce qu'on appelle le sida, qui est cet état de grande fragilité immunitaire. Et du fait de cette fragilité immunitaire, le patient va, entre guillemets, attraper des infections virales, parasitaires, bactériennes qu'il n'aurait pas eues avec un système immunitaire en bonne santé. D'accord, donc en fait le sida est une évolution du VIH, c'est le stade le plus avancé de l'infection du VIH et donc qui met à mal entre guillemets notre défense immunitaire et du coup qui nous rend beaucoup plus perméables aux autres infections, maladies, virus, etc. Tout à fait. Quand on dit séropositivité, docteur Thibaut Chaland-Belval, on parle de séropositivité du VIH ou du sida du coup ? Pour le VIH. Voilà, c'est clairement pour le VIH, puisque heureusement, on voit de moins en moins de patients au stade sida. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, tous les patients aujourd'hui que l'on suit, pour la grande majorité, sont sortis de ce stade, ou alors ne l'ont jamais connu parce qu'ils ont été dépistés avant d'arriver à ce stade-là. Néanmoins, il y a encore... selon les chiffres de Santé publique France, autour de 40 à 45% de patients qui découvrent leur séropositivité à ce stade-là. Et donc ça, c'est dommage, parce que c'est les patients qui vont être diagnostiqués d'une part à un état de défense immunitaire très bas et très faible, qui parfois les défenses immunitaires vont parfois avoir du mal à se régénérer sous traitement. Le traitement va permettre de contrôler complètement le virus, mais par contre, la réascension des défenses immunitaires peut prendre du temps et parfois se faire plus ou moins. Donc ça, c'est la première chose. En plus, c'est un stade où les patients sont tellement vulnérables qu'ils sont donc à risque d'évolution plus grave, voire de décès, du fait de cette grande faiblesse immunitaire. Et puis l'autre problème que cela pose, c'est que ce stade survient après plusieurs années d'évolution du virus de manière silencieuse. Et donc le problème que ça pose, c'est que potentiellement la personne a pu contaminer d'autres personnes autour d'elle durant cette période d'inconnu de sa part. Elle a pu contaminer d'autres personnes parce qu'elle ne savait pas qu'elle était infectée par le virus. Justement, on va le répéter maintes et maintes fois tout au long de ce MAG Radio Mont-Blanc, d'où la nécessité de se faire dépister fréquemment, bien sûr, si l'occasion se présente, ça oui, mais aussi si on change de partenaire, non protégé, qu'on a eu des actes sexuels non protégés une nouvelle fois. On va parler de tout cela, évidemment, des moyens de se protéger, de la prévention qui est faite autour de cela, du curatif aussi, parce qu'aujourd'hui, docteur, vous me le confirmez, on ne meurt
dans des pays riches, attention, parce qu'on n'a pas tous le même traitement, on ne meurt plus du sida. On a la même moyenne espérance de vie que quelqu'un qui n'est pas infecté par ce virus. Oui, tout à fait. Je pense que l'infection au VIH fait partie des domaines de la médecine où il y a le plus de progrès les 30 dernières années. Et ça, c'est tout à fait extraordinaire de pouvoir dire ça aujourd'hui et sans aucune exagération, qu'aujourd'hui, avec le virus du VIH, eh ben, vous pouvez avoir une vie totalement normale, avec une espérance de vie qui est superposable à celle d'une personne qui est séronégative, et avec des traitements qui sont extrêmement bien tolérés. Donc c'est une avancée vraiment majeure contre cette infection. Et ça c'est une chose. Et l'autre chose aussi, c'est que grâce au traitement, à partir du moment où il est bien pris, et que les patients donc, ont un virus complètement contrôlé, ce qu'on appelle généralement donc, des patients qui ont une charge virale indétectable. Donc c'est-à-dire que c'est des patients qui ont le virus, mais on n'arrive plus à le détecter dans le sang parce qu'il est complètement contrôlé par le traitement antirétroviral. Et bien à ce moment-là, les patients ne sont plus contagieux pour autrui. Et le risque de contamination est à ce moment-là totalement nul. Donc le traitement a permis deux choses. D'une part, de permettre aux personnes séropositives d'avoir une espérance de vie totalement normale, et d'autre part, de ne plus être contagieux vis-à-vis de leur entourage, ce qui est plutôt plus précisément de leur partenaire, de leur conjoint. Et ça, c'est tout à fait notable. Il y a 50 nuances, effectivement, on l'entend, docteur, et notamment avec le fait d'être positif indétectable. Alors ça, quand on est novice, ou en tout cas quand on connaît le sujet un petit peu de loin, parce que les Français ne sont pas forcément extrêmement bien informés pour quelconque raison, être positif indétectable, ça montre que ce n'est pas juste on-off. Je ne suis pas juste séropositif au VIH ou au sida, ou je suis séronégatif. Il y a le séropositif indétectable, et donc ça veut dire que vu qu'on a fait un test et qu'on a détecté assez tôt la présence du virus dans son système immunitaire, dans ce cas-là, il peut être endigué plus rapidement par des soins. Et au bout de quelques mois, finalement, comme vous avez dit, la charge virale est moins forte. Voilà un mot que l'on a longtemps parlé pendant le Covid et qui a pas mal initié pas mal de monde dessus. Et donc, du coup, en final, c'est beaucoup moins transmissible, voire quasiment inerte. C'est ça ? Oui, c'est bien démontré par les études que en fait, les patients ne sont plus contagieux, y compris sur des rapports sexuels non protégés. Ça, c'est très bien démontré. Et cette charge virale indétectable, c'est quelque chose qui va être acquis par le patient en seulement quelques mois, moins de 6 mois, le plus souvent, juste par la prise quotidienne de son traitement. Et ça, c'est aussi important. C'est valable également pour les patients qui sont dépistés au stade SIDA. Ce qui va être plus long pour le stade SIDA, c'est la remontée des défenses immunitaires. Mais par contre, le virus, que vous soyez au stade SIDA ou que vous soyez dépisté tôt, et sans avoir ces défenses immunitaires qui ont été très abîmées par le virus, le traitement antirétroviral permet dans tous les cas de diminuer la charge virale rapidement jusqu'à ce qu'on appelle l'indétectabilité, c'est-à-dire que nos techniques de biologie moléculaire, de PCR, de charge virale, c'est des mots que effectivement ont été beaucoup prononcés pendant le Covid, ne permettent plus de dépister le virus dans le sang. Donc ça ne veut pas dire que le patient n'a plus de virus en lui, c'est pas vrai. Le patient abrite toujours du virus, notamment dans ce qu'on appelle les réservoirs, mais il n'est plus du tout contagieux et le virus circulant dans le sang est indétectable, donc en quantité extrêmement faible. Et de ce fait, le patient ne peut plus transmettre le virus lors de rapports sexuels ou d'un accident, on va dire, d'exposition au sang. Mais ça sous condition bien sûr de traitement, hein, docteur, et notamment, bon à rappeler, c'est pas la roulette russe, c'est-à-dire que le patient a déjà eu l'aval des médecins ou de vos confrères qui disent c'est bon, vous êtes un patient indétectable, vous pouvez y aller, vous avez notre go entre guillemets. Disons que c'est vraiment, oui, c'est-à-dire que
généralement, les patients qui ont une infection sont assez précautionneux vis-à-vis de leur entourage. Et donc, c'est quelque chose qui est parfois même pas facile pour eux à entendre, même si c'est une bonne nouvelle. Mais ils peuvent avoir des craintes de contaminer leurs proches. Et donc, c'est vraiment quelque chose qu'on leur explique. Et les deux conditions, vraiment pour ne pas être contagieux, et ce qu'on leur explique, c'est d'avoir au moins 6 mois d'indétectabilité, et puis de bien prendre son traitement, de bien poursuivre son traitement de manière quotidienne. Donc c'est quand même sous condition, ça on l'entend. Docteur, alors je me doute que là on a parlé du VIH, du sida, de la différence entre les deux, de la séropositivité, également donc de ces patients indétectables. Docteur, vous n'accueillez pas la France entière, mais vous accueillez quand même de nombreuses personnes, donc vous avez quand même votre point de vue, votre observation. Pour le VIH, est-ce que, je le disais en ouverture de cette émission, on l'a longtemps à tort appelé le cancer des homosexuels. Est-ce que c'est une infection qui touche plus les hommes, plus les femmes, plus la communauté hétéro ou la communauté gay? Comment ça se passe? En fait, là, les données sont purement factuelles. Donc, Santé publique France, il nous rapporte que, en gros, il y a un peu plus de la moitié des nouvelles découvertes d'infection au VIH en France. 51%, c'est des personnes hétérosexuelles. 44%, et même maintenant, les derniers chiffres, ça serait plutôt 27% dans la communauté homosexuelle. Donc c'est vraiment, ça c'est les chiffres, voilà. Nous c'est ce qu'on voit beaucoup, c'est que parmi les 51% de personnes hétérosexuelles qui découvrent leur infection, il y a pas mal de personnes qui viennent d'autres pays, notamment d'Afrique. Et puis, c'est autour les découvertes. Sinon, effectivement, pour les patients, notamment pour les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, elles ont bien diminué, notamment en 2022. Donc ça, c'est une donnée qui vient de sortir, que je viens de voir, et qui est probablement liée, on va, je pense, en parler, à la généralisation de la PrEP comme moyen de prévention de l'infection. Tout à fait. Et ben vous savez quoi, vous avez déjà l'art du teasing, vous êtes un animateur radio en herbe, mon cher docteur Thibaut Chaland-Belval, parce que qu'est-ce que la PrEP? Oui, sachez que 64% des Français pensent que le préservatif est l'unique mode de prévention contre le VIH. Et pourtant, justement, là le docteur nous a parlé de PrEP. Ça veut dire quoi la PrEP? Nous allons parler justement des moyens de se protéger du VIH. Vous êtes déjà nombreux et nombreux à nous envoyer des messages. On va essayer de répondre à vos questions, notamment en ce qui concerne tout à l'heure le message d'Emeline, moi qui m'a un petit peu glacé le sang, docteur. Emeline, qui est une auditrice Radio Mont-Blanc et qui a dit qu'elle avait été refusée par un cabinet dentaire car elle est séropositive et que le dentiste n'a pas voulu la recevoir. Justement, on va parler des moyens de comment on se contamine, même si on a l'impression que c'est un savoir général, ça ne l'est pas pour tous. C'est pour cela que l'on fait cette émission autour du VIH, autour du sida, avec l'infectiologue du CHAL, le docteur Thibaut Chaland-Belval, qui nous accompagne jusqu'à 11h. Jusqu'à 11h précisément dans ce mag santé autour donc du VIH, du sida. Nous venons d'expliquer un petit peu la différence aux côtés donc du docteur Thibaut Chaland-Belval. Je vous rappelle que ce vendredi a lieu la journée mondiale de lutte contre le sida. Vous êtes touché de près ou de loin, vous avez des questions autour de cela, n'hésitez pas à participer bien sûr à cette émission via le WhatsApp Radio Mont-Blanc au 04 50 58 24 47. On peut lire et répondre à vos questions avec le docteur. Sinon bien sûr le site de sidainfoservice.org, un numéro vert est gratuit, 0800 840 800. Docteur, on parle donc de prévention, on parle surtout de protection là à l'heure actuelle. Je donnais cette statistique pour 64% des Français. Seule l'utilisation du préservatif, de la capote donc, est un rempart face à la transmission du VIH. Et vous nous avez parlé de PrEP. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la PrEP? Alors la PrEP, en fait, c'est un traitement antirétroviral que l'on va donner en prévention aux personnes qui vont prendre des risques sur le plan sexuel pour éviter qu'ils attrapent le VIH.
Donc c'est 2 médicaments que l'on connaît bien et que l'on utilise depuis longtemps pour le VIH, qui sont utilisés de manière combinée avec une prise avant les rapports pour éviter l'infection au VIH. Donc il y a quand même un acte avec préméditation, ça veut dire qu'il faut l'anticiper, c'est quoi, 2, 5, 10 heures avant ? Alors, tout à fait. Donc, il y a 2 modes de prise principaux. Il y a soit un mode continu, c'est-à-dire que vous prenez un comprimé par jour de manière continue tous les jours, ou alors il y a un mode discontinu qui est effectivement une prise, donc comme vous le dites, un peu préméditée, dans le sens qu'il faut anticiper le rapport et la prise doit avoir eu lieu au moins 2 heures avant le rapport et puis doit être suivie encore de 2 autres prises les 2 jours suivants. Donc c'est un traitement qui a été maintenant bien, je dirais, généralisé en France. On a vu manifestement que ça serait une des explications pour la diminution du nombre d'infections VIH, notamment auprès des hommes ayant des relations avec les hommes. Donc c'est quelque chose qui aujourd'hui fait partie de l'arsenal de prévention du VIH. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, il y a le préservatif, ça reste un moyen extrêmement efficace et le plus efficace par rapport aux IST, étant donné que la PrEP vous protège du VIH, mais par contre ne vous protège pas des autres infections sexuellement transmissibles. On est complètement d'accord. Je reviens très rapidement sur la PrEP parce que je vous avoue que moi, c'est en préparant cette émission que j'ai découvert, entre guillemets, cette avancée. Elle est vieille de combien ? La PrEP, elle date, à mon avis, si je ne dis pas de bêtises, les études ont été faites en 2016 ou 2017, je ne sais plus exactement, mais donc juste avant les années 2020. Je pense qu'à partir de 2018, c'est quelque chose qui a été vraiment lancé. Voilà. Mais effectivement, c'est peu connu. Mais on a quand même de plus en plus de patients qui nous demandent d'avoir accès à la PrEP. Donc ça se fait lors d'une consultation médicale et d'une discussion avec le patient pour savoir si oui ou non le patient est à risque de par sa situation d'être infecté par le VIH. Et à ce moment-là, à la fin de la consultation, on décide avec le patient ou non, effectivement, de lui délivrer ce traitement. Oui, voilà, j'allais dire, ne vous méprenez pas à tous ceux qui nous écoutent et qui sont derrière leur radio aujourd'hui. La PrEP ne remplace pas techniquement le préservatif, c'est-à-dire que c'est conditionné, absolument. C'est sous condition, c'est-à-dire qu'il y a une prescription pour avoir la PrEP et il y a un accompagnement des services de soins. C'est pas aussi facile qu'une utilisation où on va acheter un préservatif dans une pharmacie et hop, remballer pesé, quoi. Tout à fait, oui. Il y a un suivi médical qui a lieu tous les 3 mois et qui est un suivi qui est rigoureux et qui est notamment pendant ce suivi, on vérifie bien que la personne ne se contamine pas au VIH, parce qu'à ce moment-là, la PrEP ne serait plus efficace et risquerait, le virus risquerait de se développer en développant des résistances. Donc il y a un suivi médical qui est bien rigoureux. Pour fermer juste ce chapitre de la PrEP, docteur, c'est remboursé par l'assurance maladie ? Tout à fait. En plus. Ok. Ouais. Bah justement, maintenant qu'on a parlé un petit peu de la protection autour du VIH, de sa transmission, on va aussi pouvoir lever quelques idées reçues pour répondre par exemple à Emeline et son mode de transmission du VIH, mais aussi le dépistage, la prévention des jeunes, parce qu'aujourd'hui, c'est un constat que l'on faisait avec le docteur hors antenne, le virus du sida ne fait plus peur. On revient dans précisément 1 minute. Dans 1 minute, on revient avec l'infectiologue du CHAL qui m'accompagne jusqu'à 11h. À tout de suite. Le MAG, Radio Mont-Blanc. Bonne journée sur Radio Mont-Blanc avec Arve Intérim Salanches. Arve Intérim Salanches, c'est une agence locale où 7 collaboratrices unissent le savoir-faire de centaines d'entreprises du pays du Mont-Blanc avec les compétences de milliers d'intérimaires. Bravo d'ailleurs au 23 millième intérimaire qui vient de signer son contrat. Arve Intérim Salanches, une vraie présence au service de l'emploi depuis 1996. Tu veux découvrir un secteur d'avenir pour te réaliser et donner du sens à ton travail. Avec les métiers de l'industrie, deviens fier de faire du concret. Fier de faire avancer l'innovation.
innovation. Découvre des formations qui ont du sens. Forme-toi au métier de l'industrie en alternance du bac pro à l'ingénieur. Participe aux portes ouvertes de l'industrie samedi 2 décembre de 9h à 12h au CFAI Forme Avenir à Thiais. Plus d'infos sur cfai74.com. 10h, 11h pour vous servir. Bienvenue dans le MAG Radio Mont-Blanc. Donc docteur, c'est vrai qu'on parle depuis tout à l'heure comme si c'était logique pour tout le monde du VIH et du sida, mais comment on se transmet le virus du sida? Est-ce qu'un bisou par exemple, ou tout à l'heure l'exemple d'Emeline qui dit qu'elle a été refusée par un dentiste car il y a projection très certainement de salive et qui a eu peur, est-ce qu'on peut transmettre ainsi le virus du sida, du VIH? Alors, pour les deux exemples en tout cas que vous citez, c'est-à-dire le baiser et puis la salive, non, la salive n'est pas contagieuse, le virus n'est pas dans la salive, donc il n'y a pas de risque du tout. Le virus, il se transmet via le sang et puis via les sécrétions sexuelles. C'est les deux modes exclusifs, c'est les deux liquides où le virus se retrouve. Donc, en dehors, je dirais, de contact avec ces deux liquides, donc le sang, soit par une piqûre, on peut se blesser avec une aiguille qui a servi à, par exemple, faire une prise de sang à un patient qui est séropositif, ou alors lors d'un rapport sexuel non protégé et un contact avec, bien sûr, les sécrétions sexuelles, que ce soit vaginales ou le sperme. À ce moment-là, effectivement, il y a un risque de transmission s'il n'y a pas de protection. Mais en dehors de ces deux liquides, il n'y a pas de risque. Voilà. Et puis, ce qui est très important aussi, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne séropositive est indétectable, le contact avec le sang et les sécrétions sexuelles peut se faire sans risque de transmission, puisque le virus est en trop faible quantité pour générer une infection. On entend. J'ai une question également de Thierry sur le WhatsApp Radio Mont-Blanc au 04 50 58 24 47 qui nous demande si le sexe oral peut être également une transmission. Alors le sexe oral, le risque de transmission est nettement plus faible que le sexe vaginal ou le sexe anal. Néanmoins, il y a eu des cas, très peu, mais il y a eu des cas de contamination sur du sexe oral. Mais en tout cas, la contagiosité semble plus faible que pour le sexe anal ou le sexe vaginal. Bon bah voilà pour la réponse formulée à Thierry, et continuez bien sûr d'envoyer et de faire parvenir soit vos témoignages ou vos questions via le WhatsApp Radio Mont-Blanc toujours. Vous avez dit tout à l'heure quelque chose qui peut interpeller, docteur. Vous avez dit des personnes à risque. Alors quand on était pendant le Covid, les personnes à risque étaient des gens qui avaient des difficultés respiratoires, des comorbidités. On est tous maintenant à peu près acculturés entre guillemets à cela. C'est quoi une personne à risque dans le monde de l'infectiologie du VIH? Eh bien, une personne à risque, si on parle par exemple d'un mode de transmission sexuelle, on peut aborder les deux modes, le mode de transmission sanguine, le mode de transmission sexuelle. Le mode de transmission sanguine, on va parler rapidement, c'est essentiellement les personnes qui s'injectent, les toxicomanes qui s'injectent des drogues avec partage d'aiguilles. Via intraveineuse, voilà, exactement. Voilà, donc là, on comprend bien, je partage mon aiguille avec quelqu'un qui est séropositif et qui a une charge virale détectable, hein, c'est toujours cette notion de détectabilité, et bien à ce moment-là, je peux me contaminer. Ou alors, donc l'autre mode de transmission, c'est le mode sexuel. Si j'ai beaucoup de rapports avec différents partenaires sans protection, eh bien forcément, la possibilité que je rencontre quelqu'un, plus j'ai de partenaires, plus j'ai de chances de rencontrer quelqu'un qui est séropositif, et donc à ce moment-là de m'infecter si toujours la personne est détectable. Voilà, donc d'où la nécessité une nouvelle fois de se protéger, que ce soit par les préservatifs ou par la PrEP, si vraiment là on parle de préméditation, mais on est d'accord que voilà, ça c'est pas quand même pour monsieur même tout le monde, c'est-à-dire que là on est tous un peu quand à vos mots, il y a tout le monde qui à mon avis qui est en train de comparer sa vie sexuelle et sa libido. On n'a pas tous évidemment 10 partenaires sexuels à la semaine, c'est plutôt pour ce cas de figure que la PrEP est conseillée.
Ouais, c'est-à-dire que peut-être pas jusque-là, mais quand même, il faut changer très fréquemment, quoi. Mais non, ça peut être délivré pour moins de 10 partenaires. On n'est pas obligé d'avoir 10 partenaires pour avoir de la PrEP. Mais disons que le message, c'est vraiment, voilà, c'est à partir du moment où on a des rapports non protégés avec différents partenaires. Alors, d'autant plus si c'est des personnes qui viennent de zones où il y a beaucoup d'infections au VIH, notamment comme l'Afrique. Hein. C'est des choses on sait que, actuellement. Donc, on sait que l'épidémie, autant, alors on lutte en France pour diminuer le nombre de contaminations au VIH, et c'est une lutte permanente. Mais il faut savoir que notre situation n'a rien à voir avec celle de l'Afrique subsaharienne, par exemple, où l'épidémie se développe, est toujours très, 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 très active, malheureusement. Et c'est sûr que, par exemple, si je donne cet exemple-là, c'est sûr que si vous avez plusieurs rapports non protégés avec des personnes d'Afrique subsaharienne dont vous ignorez le statut, effectivement, potentiellement, vous pouvez avoir plus de risques, en sachant que, quand je dis ça, il est bien évident que toutes les personnes qui viennent d'Afrique subsaharienne n'ont pas le VIH, c'est pas du tout la question, mais l'incidence et la prévalence de l'infection au VIH en Afrique subsaharienne est bien plus importante. Et par exemple, une prostituée qui a des clients qui ne souhaitent pas mettre de préservatif et qui accepte de ne pas en mettre, eh bien, va être exposé de fait au risque, puisque ce risque va se multiplier avec les différentes personnes avec qui elle va être en contact. Bon, en dehors de l'exemple de la prostituée, docteur, il y a quelque chose dont on a peu parlé et pourtant qui est vital techniquement, c'est la confiance, la relation de confiance entre deux personnes, la confiance où on arrive devant un nouveau partenaire et même si rencontré fin de soirée ou que sais-je, on dit voilà, moi je suis sûr que je suis clean. Il faut faire confiance, mais pour cela, il faut avoir confiance en soi, confiance en ses résultats, et d'où la nécessité de se dépister fréquemment. Voilà, tout à fait. C'est important, et donc ça, c'est du bon sens, dans le sens que si vous avez des rapports non fréquents avec différentes personnes, eh bien, plus ces rapports seront fréquents et avec différentes personnes, plus ce dépistage devra être rapproché pour, d'une part, pour la santé, pour votre propre santé, et si jamais vous êtes infecté, le savoir le plus tôt possible pour éviter que le virus n'abîme vos défenses, et puis d'autre part, pour éviter de contaminer d'autres personnes. Ouais, encore une fois, le VIH met du temps à se transformer en sida, quelques mois, plusieurs années des fois, et donc à s'attaquer à nos défenses immunitaires, d'où la nécessité de se dépister fréquemment. Plus on dépiste tôt, plus on ne laisse pas s'installer au final le virus dans notre système immunitaire, l'abîmer et donc sous traitement, contrôler, donc des fois en quelques mois, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, en 6 mois par exemple, on peut vite devenir un positif indétectable et donc la contagiosité est moins forte, et voire on peut même retrouver plus ou moins une vie normale, même s'il y a toujours un traitement qui accompagne et qui rythme un petit peu notre quotidien, mais on peut de nouveau par exemple avoir des rapports sexuels non protégés. Bien sûr, si vous êtes avec la même femme, le même homme depuis des années et que vous restez fidèle, ça faut quand même le signaler, bien sûr, c'est pas forcément utile. Donc vous l'avez dit, plus on a de partenaires différents en une période, plus il faut se dépister. Mais pour le commun des mortels, techniquement, alors je vais sûrement pas m'amuser à parler de normalité parce que personne n'est normal, mais c'est quoi, vous conseillez quoi pour monsieur, madame, tout le monde? 3 mois, 6 mois? Pour monsieur, madame, tout le monde... ça veut rien dire, hein, je sais bien. Mais... Ça veut rien dire, puisque finalement, je pense qu'on a tous des sexualités différentes. Il y a autant de sexualités que de personnes. Mais tous les 3 mois, si vous avez une activité sexuelle assez fréquente avec différentes personnes
aussi. Moi, je pense qu'effectivement, tous les 3 mois, ça me semble être tout à fait raisonnable et pertinent. Docteur, il faut rappeler, et ça c'est extrêmement important, et en plus c'est un peu nouveau techniquement, on peut aujourd'hui se faire dépister gratuitement, sans ordonnance, dans un laboratoire, au même titre au final que le Covid. Encore une nouvelle fois, on peut se permettre de faire le parallèle, car ça a quand même bien fait bouger nos vies pendant 2 années, ou plutôt ça ne l'a pas fait bouger, ça l'a un petit peu bloqué. Aujourd'hui, on peut se dépister. Il y a des autotests qui sont quand même moins fiables que des vrais tests de sérologie. Mais aujourd'hui, c'est gratuit et disponible pour tous et toutes. Absolument. Absolument. Et donc, aujourd'hui, vous pouvez d'une part aller en laboratoire sans ordonnance pour faire une sérologie VIH. Il y a également donc, ce qu'on appelle, ce qu'on a découvert avec... pour l'ensemble de la population lors du Covid, des autotests, ce qu'on appelle aussi des TROD. Donc, c'est des tests très rapides qui peuvent être faits, qui peuvent s'acheter en pharmacie également. Alors, il faut avoir faire une précision par rapport à ces TROD et ces tests rapides. C'est que d'une part, ils n'ont d'intérêt que s'ils sont positifs, 3 mois à être réalisés. Il faut qu'ils soient réalisés au moins 3 mois après le risque identifié. Et d'autre part, ils ont une sensibilité qui est inférieure à celle d'une sérologie, qui reste aujourd'hui le moyen le plus sensible pour dépister l'infection au VIH. Et cette sérologie qui doit être faite, on dit classiquement 6 semaines après le dernier rapport à risque, puisque votre sérologie, qu'est-ce que c'est qu'une sérologie ? Une sérologie, c'est un test qui dose vos anticorps, et qui dose les anticorps contre le VIH. Et donc, ces anticorps, s'il y a une contamination, ces anticorps vont mettre un petit peu de temps à apparaître dans le sang. Et donc, c'est pour ça qu'on recommande d'attendre 6 semaines avant de faire cette sérologie, 6 semaines à partir du rapport à risque, et de protéger les rapports en attendant d'avoir le résultat de cette sérologie. D'accord. Donc je vulgarise non mais ouvertement, c'est-à-dire que si par exemple vous avez participé, que vous soyez hétéro ou homo, que vous avez participé par exemple à une orgie, à un club échangiste non protégé, vous avez rien respecté, c'est pas le lendemain qu'il faut aller à faire le test, parce que il pourra rien démontrer. Donc tout simplement le test de sérologie, c'est-à-dire un test sanguin pour savoir si vous êtes infecté par le virus du VIH, eh bien ça sera un résultat qui sera vieux de 6 semaines. Voilà, faut bien le savoir, c'est pas de l'instant T. Et puis on parlait des... Oui, excusez-moi, vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, je voulais rebondir sur votre exemple, parce que donc effectivement, suite à, vous preniez l'exemple d'une orgie, effectivement, ce qui est important, c'est qu'effectivement votre sérologie vous dira pas le lendemain. C'est pas le lendemain qu'il faut aller faire un test pour savoir ce qui s'est passé lors de la nuit. Par contre, si vous êtes exposé à un risque sexuel, comme lors d'une orgie avec différentes personnes, vous ne connaissez pas les personnes et vous ne savez pas très bien ce qui s'est passé, ou alors vous savez très bien ce qui s'est passé, mais en tout cas, vous ne connaissez pas bien les personnes, et vous avez quelques doutes potentiels qui n'appartiennent qu'à vous, je dirais, puisque c'est quelque chose de très personnel. Par rapport au statut séropositif, séronégatif de la personne avec qui vous avez eu des rapports, il existe un traitement d'urgence qui s'appelle un traitement post-exposition, et qui peut être pris dans les 48 heures suite à la prise de risque identifiée, et qui est donc dans ce cas-là ce qui est en place. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez une prise de risque importante comme ça, vous pouvez aller dans les services d'urgence de la région et de toute la France, et pour justement exprimer cette prise de risque. Et à ce moment-là, sera discuté avec vous un traitement post-exposition qui peut être délivré pendant 28 jours pour éviter une nouvelle contamination. D'accord, donc on est quand même loin de la pilule du lendemain, où c'est du one-shot quand même. C'est pas en une seule prise, c'est ça que je veux dire. Ah oui, non, c'est pas, non, tout à fait. Oui, c'est pas une prise et puis tout va bien. Non, dans ce cas précis du traitement post-exposition, s'il est décidé par le médecin, c'est 28 jours de prise du traitement.
Bon, bah justement, on va parler, souvent on entend parler de trithérapie, parce que maintenant on va parler de comment on accompagne les séropositifs atteints du VIH ou du sida. Quel est l'avenir aussi? Est-ce qu'on peut espérer, parce que je vous rappelle quand même que 37% des Français pensent qu'il y a un vaccin pour remédier au sida? Absolument pas. Par contre, c'est en bonne marche, et c'est grâce par exemple à SIDAction, grâce à des docteurs comme l'infectiologue qui était avec nous aujourd'hui et que l'on retrouve dans 2 minutes. Parlons donc de sida et de VIH. Vous avez le droit de vous poser la question d'ailleurs, ce que veut dire l'acronyme du VIH, le virus de l'immunodéficience humaine. Comme chaque année, bien sûr, le vendredi 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Je vous rappelle, le sida infoservice.org au 0800 840 800, et puis fin mars, vous avez l'habitude aussi des actions de SIDAction qui accompagnent les malades, mais aussi qui luttent pour une recherche. Le docteur qui nous accompagne, Thibaut Chaland-Belval, nous a parlé de forte progression sur ces 30 dernières années. Nous allons justement parler des traitements qui existent. On parle beaucoup de trithérapie. On a tous en tête ce traitement extrêmement lourd, docteur, dans les années 80 qui rongeait les personnes, qui essayait de leur donner une meilleure espérance de vie, mais c'était pas encore énorme. On est très très loin des avancées d'aujourd'hui. Oui, c'est-à-dire que tout à fait, aujourd'hui, le traitement est heureusement très très bien toléré. Donc depuis les 30 dernières années, il y a énormément de molécules, de nouveaux médicaments qui sont sortis, et on a beaucoup de médicaments pour traiter aujourd'hui le VIH, donc beaucoup de combinaisons possibles, et ces médicaments sont très bien tolérés. Voilà. Donc c'est vrai que au départ, les images qu'on pouvait avoir des premiers traitements avec des effets secondaires importants, notamment des diarrhées, des nausées, des choses, vraiment des effets secondaires très importants, aujourd'hui ne sont plus d'actualité. Trithérapie, c'est-à-dire 3 médicaments? Tout à fait. Oui, tout à fait. Donc cette trithérapie, c'est trois médicaments contre le virus. Et pourquoi 3 médicaments? C'est-à-dire que chaque médicament va avoir une action particulière sur le virus. Donc c'est une association, c'est les 3 médicaments qui vont ensemble agir différemment sur le virus et le contrôler. Docteur, est-ce que au même titre par exemple que quelqu'un qui a eu un greffon et qui a des médicaments anti-rejet, et ces médicaments vont l'accompagner toute sa vie, tous les jours, où il doit prendre un cocktail littéralement médicinal, est-ce que là aussi c'est un traitement tous les jours, c'est une pilule, c'est 3 pilules tous les jours, ou il existe des injections, ou comme ça, hop, on peut faire ça tous les 2 mois? Alors là aussi, il y a énormément de progrès qui ont été faits, c'est-à-dire que au départ, effectivement, c'était 3 médicaments avec 3 comprimés. Aujourd'hui, on a des comprimés qui regroupent les 3 médicaments donc en un seul comprimé, donc ça fait plus qu'une prise par jour. Après, il y a aussi ce qu'on appelle des allègements thérapeutiques. Quand la personne est bien contrôlée sur le plan de son infection, on peut être amené à passer de 3 à 2 médicaments, avec bien sûr une surveillance qui se poursuit et un bon contrôle de la charge virale. Et puis, comme vous l'avez cité, il y a des injections et des médicaments sous forme injectable qui voient le jour, avec pour des injections qui vont avoir lieu par exemple tous les 2 mois. Et entre ces 2 injections, le patient ne prend plus de médicaments. Donc, il a un traitement qui est constitué par 2 injections tous les 2 mois. Et comme ça, donc, tout au long de sa vie, il y a un nouveau médicament également contre le VIH, qui va être injecté tous les 6 mois, qui va être délivré dans des conditions particulières, par contre, du fait de ses propriétés. Mais voilà, donc il y a plusieurs, disons que les formes de prise, les modalités de prise évoluent, et évolue plutôt vers, on va dire, un allègement. C'est-à-dire la tendance est à prendre, essayer de voir avec le patient si on peut lui donner moins de traitement, ou alors de façon différente. Il y a des patients qui vont pouvoir avoir un traitement plus 4 jours sur 7 au lieu des 7 jours sur 7. Voilà. Mais ça, toujours de manière concertée avec le médecin
et sous surveillance médicale. Justement, docteur, en préparant cette émission, je suis tombé sur plusieurs études et notamment celle de l'Institut Toluna et Harris Interactive qui révèle donc que 8 Français sur 10 déclarent être bien informés sur le virus du VIH et pourtant seulement une minorité de Français, 39% estiment que les personnes porteuses du VIH vivent aussi longtemps que la moyenne des Français. Est-ce que justement c'est quelque chose que vous observez lorsque vous annoncez à quelqu'un, c'est pas vous qui l'annoncez parce que c'est pas vous qui donnez forcément les résultats, mais qui êtes l'un des premiers accompagnants dans leur acceptation de la maladie, est-ce que vous avez vu justement un changement de l'acceptation de cette infection? C'est-à-dire qu'avant, les gens devaient se dire le ciel me tombe sur la tête, je vais mourir, et maintenant les gens ils se disent plus facilement je n'en meurs plus. Ok, je vais avoir un traitement à vie, mais je n'en meurs plus. Eh bien, c'est effectivement, alors c'est très, comme vous le montrent vos chiffres, hein, c'est très varié. C'est-à-dire qu'il y a des personnes effectivement qui sont encore en train de se dire le ciel me tombe sur la tête et c'est horrible et je vais mourir de ce virus. Et puis d'autres effectivement qui disent d'emblée vous m'annoncez ça, mais donc c'est pas une bonne nouvelle pour moi, mais je sais que je vais pas mourir du VIH. Et qu'aujourd'hui, on peut très bien vivre avec le VIH. Donc, c'est vrai que cette information-là, elle commence à se diffuser de plus en plus dans la population générale, et c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Après, je pense que c'est on va dire l'effet négatif que pourrait avoir cette bonne nouvelle, c'est que du coup, on fasse plus attention au VIH et que du coup, les précautions de prévention ne soient plus appliquées. Et c'est ce qu'on disait il y a quelques instants, le virus du sida fait moins peur. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, 29% des gens pensent, ça aussi ça faisait partie de cette étude, pensent qu'ils sont moins sensibles à attraper le VIH que les autres. Je ne vois absolument pas ce qui peut leur prouver cela. On rappelle justement tous les usages, à savoir le port du préservatif, de la capote. Bien sûr, ça arrive, des accidents, des capotes qui craquent, ça arrive à plein de monde. Vous n'êtes pas le premier, vous n'êtes pas le dernier. Pour ça, vous avez des traitements. Pour cela, enfin, le traitement post dont vous parliez tout à l'heure, ou si vous avez une relation à risque. Ouais. On a également la PrEP qui existe sur prescription et donc avec un accompagnement donc sous condition pendant 3 mois. Bref, bien des choses existent. Est-ce que longtemps, on peut parler un petit peu d'avenir, d'espoir? SIDAction est justement là pour cela et c'est pour ça que vous pouvez bien sûr faire vos dons, ça on le répète sans cesse chaque fin mars. Vous appelez le 110 ou vous envoyez don au 92 110 pour faire vos dons à SIDAction fin mars comme chaque année. Docteur, on en est où en ce qui concerne le vaccin ou une totale guérison du sida? Est-ce que la recherche continue de travailler là-dessus? Alors la recherche continue fortement de travailler là-dessus. Il y a toujours des recherches effectivement qui se font sur des vaccins. Après, la difficulté avec ce virus, c'est que c'est un virus qui mute beaucoup, donc en fait, on va avoir beaucoup de variétés de virus, et donc c'est très compliqué d'avoir un vaccin qui soit efficace sur toutes les variétés de virus. Comme on l'a vu avec le Covid, là encore une fois. Donc pour l'instant, les recherches sur le vaccin se poursuivent, mais très clairement, pour répondre à votre question, on va dire à court terme, on n'a pas de solution pour guérir le VIH. Néanmoins, c'est quelque chose qui reste un objectif de recherche fort, avec donc le vaccin et puis des anticorps spécifiques. Donc le vaccin, c'est le développement aussi d'anticorps, mais là, ça serait l'injection d'anticorps directement pour neutraliser le virus. Donc c'est un peu compliqué parce que c'est un domaine qui est un peu spécialisé. Mais pour répondre à votre question très clairement, la guérison du VIH, c'est toujours un objectif. Est-ce qu'on y arrivera? Je ne sais pas, mais je l'espère fortement. Et voilà, différentes, on va dire, de la même manière que les traitements antirétroviraux essaient de contrôler le virus par différents mécanismes, il y a différentes recherches avec différents angles d'attaque qui sont développés justement pour pouvoir lutter contre ce virus. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir éclairé sur la situation donc infectiologue du côté du Chal. Le docteur Thibaut Chalambelval nous a accompagné donc l'éradiction du VIH. Ce n'est pas encore pour tout de suite, mais attention, nous avons déjà de la chance d'être dans un pays dit riche et donc avec une thérapie, une trithérapie qui est aujourd'hui individualisée, qui est beaucoup moins lourde, qui permet d'avoir un quotidien plus
plus ou moins normale et qui permet surtout d'avoir la même qualité de vie et surtout d'avoir la même espérance de vie que des gens qui ne sont pas infectés par ce virus. La nécessité bien sûr de se protéger par différentes manières. Une nouvelle fois, je vous invite à vous rendre sur sidainfoservice.org pour tout connaître et puis bien sûr vous faire dépister fréquemment si vous changez de partenaire et que vous ne vous protégez pas. Merci beaucoup docteur d'avoir été avec nous pendant 1 heure. Je vous remercie. Bonne continuation Bonne à vous. Vous retrouvez bien sûr cette émission en podcast dès maintenant sur l'ensemble des plateformes de streaming et sinon sur le replay de Radio Mont Blanc.